d'avoir répondu favorablement à cette demande d'entretien avec vous. Je tiens à remercier aussi notre sœur, Moubaté Marie-Madeleine, qui est à ma droite, et puis mon frère aussi, Makanera Ibrahim, qui sont d'origine guinéenne. Il y a Makanera Ibrahim qui est responsable, qui dirige une ONG qui lutte contre l'impunité en Guinée. Et puis nous avons notre sœur qui est à ma droite, qui est dirigeant d'un parti politique qui s'appelle Mouvement Populaire Africain. Le Congrès populaire. Le Congrès populaire africain. Et ancienne candidate aux dernières élections présidentielles en Guinée et future candidate, Inch'Allah, aux prochaines élections en Guinée. Également, elle est la coordinatrice en France du FNDC. Des forces vives FNDC. Voilà. Et vous avez le gouverneur Hassan Hamadi, aussi à notre droite, et puis il y a le député Tosha Djouar, et puis vous avez notre frère Kamal Abdallah également. Et puis il y a Abana de SOS Démocratie, qui fait office aussi de journaliste, donc il a deux casquettes. Il a plusieurs casquettes, pas seulement deux, mais il a plusieurs casquettes. Voilà. Et vous avez le représentant aussi de Djoua, qui est ici présent également. Bon, voilà, je tenais à vous remercier avant tout. Cet entretien avec la presse répond à 2, voire même 3 nécessités. Première nécessité, parce que les Comores, à partir de la semaine prochaine, le 2 et le 3, fera l'objet peut-être de la une ici en France, mais particulièrement en France, au sujet d'une initiative que nous considérons comme suicidaire, voire même suicidaire, du président Azali, qui une nouvelle fois essaye de tromper son monde, du moins ceux qui n'ont pas compris quelles sont ses manœuvres, de vouloir faire ici en France une conférence des bailleurs dans un premier temps. Maintenant on parle des partenaires. Et puis la semaine prochaine, on fera le bilan pour savoir s'il y a eu des partenaires aussi. Bon, soi-disant pour trouver des potentiels partenaires disposés à financer le développement des Comores. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Donc ça sera le premier point. Et puis deuxième point, nous parlerons de l'Afrique, nous parlerons de la Guinée, nous parlerons aussi de l'Afrique en général. Et c'est pour cette raison que notre sœur et notre frère sont ici présents. Donc on ne va pas parler que des Comores et puis de la dictature aux Comores, mais on va parler de cette initiative africaine. Une initiative africaine, c'est une plateforme qui va être mise en place, Inch'Allah, très 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 prochainement, qui aura pour objectif de lutter contre l'impunité et contre aussi les dictatures et contre les troisièmes mandats également. Bon, donc, ce qui nous réunit ici aujourd'hui dépasse largement le cadre des Comores et le cadre de la Guinée. On va parler de notre continent, on va parler de l'ambition que nous avons pour le continent africain, puisque nous sommes persuadés qu'un seul pays ne peut pas s'en sortir. Ne peut pas s'en sortir. Ça fait déjà plus de 50 ans, voire même 60 ans que certains sont indépendants, et nous rencontrons toujours les mêmes problèmes. Donc, les mêmes problèmes ont les mêmes causes et les mêmes acteurs. Donc, nous les Africains, on pense qu'il est temps que nous nous réunissions, que nous mutualisons nos moyens, puisqu'il s'agit d'une identité de préoccupation, une même identité de problèmes, même identité d'acteurs qui sont impliqués dans tout ce qui nous arrive. Donc, nous avons un siècle de défis. Il s'agit du panafricanisme qui sera panafricanisme actif, positif, constructif, et puis de responsabilité, panafricanisme de responsabilité. Bon voilà, c'est les 3-4 points que je voulais évoquer ici. Moi je voulais juste introduire pour parler de ça, et je laisserai la parole à notre sœur Djoubadé pour introduire, et puis à mon frère également Makenera
Makanera aussi pour introduire, et puis le gouverneur Hassan Hamadi. Merci, Monsieur Larifou. Je souhaiterais tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ici aujourd'hui à l'invitation du CNT, donc du vice-président Monsieur Saïd Larifou. Et nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que nous sommes sensibles aujourd'hui au respect des institutions, à l'état de droit. L'état de droit qui repose donc sur les institutions, c'est-à-dire sur la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous sommes aussi très sensibles au respect de la Constitution. Nous sommes très sensibles au respect des mandats. Et aujourd'hui, en Afrique, nous voyons un peu partout se dessiner le spectre des troisièmes mandats et le spectre de non-respect des constitutions. Donc nous sommes venus aujourd'hui vous apporter notre soutien, le soutien de la Guinée, le soutien des Africains, mais je parlerai principalement de la Guinée que nous représentons ici à travers les forces vives FNDC France. Et donc, nous disons aujourd'hui aussi que tous ces problèmes qui découlent des mandats, qui découlent aussi de la limitation des mandats, des changements de la Constitution, participent à la déstabilisation de nos jeunes nations. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre au développement de nos jeunes nations tant que nos pays seront déstabilisés par des gens qui veulent se maintenir vaille que vaille au pouvoir. Alors nous voulons éveiller les consciences des Africains, ce n'est pas simplement les consciences des Comoriens ou les consciences des Guinéens, mais toute l'Afrique est concernée par cela, parce qu'aujourd'hui toute l'Afrique est pauvre, malheureusement, parce que nous ne pouvons pas nous développer, et nous ne nous développerons jamais tant que nous ne respecterons pas nos institutions. On sait, c'est le message que je venais partager ici avec vous, et nous nous sentons aussi concernés par ce qui se passe aux Comores, et je pense que tout ce qui se passe aux Comores nous concerne, et tout ce qui se passe sur le continent concerne aussi les Comoriens. Donc nous sommes avec vous. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Merci chers amis, je suis très très content d'être parmi vous, parmi mes frères, parce qu'au-delà de nos frontières, l'Afrique forme quand même un continent. Je suis très content d'être parmi vous. Nous avons les mêmes problèmes. Je pense que les solutions peut-être ne seront pas totalement. Comme vous, j'ai plusieurs casquettes. Il faut dire dès maintenant. Aujourd'hui, je suis là en ma qualité du président du collectif contre l'impunité en Guinée, créé il y a de cela un peu plus de 10 ans, suite aux massacres multiples qui sont restés impunis en Guinée, parce que c'est le même système qui continue. Le fait que nous avons des instruments internationaux nous permettant de réprimer n'importe quel crime, même si ces crimes sont commis en dehors des frontières des pays signataires, par exemple de la Convention de New York du 10 décembre 1984, on peut toujours combattre l'impunité, même si nous sommes à l'extérieur de nos pays. D'ailleurs, en tout cas le cas de la Guinée, la justice n'existe que pour ceux qui ne sont pas de la mouvance présidentielle. Pour preuve, en moins de 5 ans, 122 manifestants ont été exécutés de façon extrajudiciaire, alors que la Constitution guinéenne, à son article 6, dispose qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne peut justifier la violation des droits humains. Donc nous avons les mêmes problèmes. Concernant la modification constitutionnelle, je suis très rassuré et ravi du fait que nous sommes, juridiquement parlant, du bon côté. Ce que nos présidents font en Guinée comme au Comores est simplement ce qu'on qualifie de fraude à la loi, se servir de la loi pour contourner la loi. Quoi qu'il arrive, ils peuvent passer par la force, mais juridiquement, aucune possibilité n'existe.
parce que la loi est faite pour être appliquée et non pas pour être contournée. Maître vous expliquera ça mieux que moi. Donc, nous avons les mêmes problèmes que vous. Par contre, il me semble que nous devons mutualiser nos moyens. Nous sommes face à un syndicat de chefs d'État. C'est ce que j'ai entendu parler depuis mon adolescence. Je le constate à chaque fois qu'il y a des violations graves des droits humains, de la démocratie. Le ton monte plus à l'étranger qu'en Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine compréhension entre eux. Il me semble, face à un syndicat de chefs d'État, peut-être il faut créer un syndicat de résistants pour pouvoir faire face à ces gens. Et je pense que notre expérience, en dehors du Front, le Front National pour la défense de la Constitution, dirigé aujourd'hui par Mme Marie-Madeleine, qui fait son chemin, qui embête au pays, c'est la raison d'être de notre mouvement, qui impulse ce qui n'est pas dit là-bas. Nous le disons ici. Beaucoup d'initiatives commencent ici. D'ailleurs, sa mise en place a commencé à Paris ici avant que la Guinée ne reprenne. Ce qui veut dire que nous pouvons minimiser ce que nous faisons, mais l'impact est énorme chez nous. J'en sais quelque chose. Alors, pour ce qui concerne le collectif contre l'impunité en Guinée, que Madame assiste depuis très longtemps, nous avons signé d'abord une plainte contre M. de Combray. Je pense qu'il faudra y penser. Je ne sais pas si c'est le cas des Comoriens. Nous, en Guinée, tous les tortionnaires, civils, militaires, gendarmes, policiers, ont leurs femmes et enfants en France à l'abri. Ils se retournent contre nous pour massacrer la population en sachant qu'ils ont leur point de chute. Si ça ne va pas, il suffit de traverser la frontière et venir ici. C'est ici maintenant, là où ils pensaient être à l'abri. C'est là que le danger a fait sortir sa tête. Et je vous dis, j'ai beaucoup de menaces de mort venant de la présidence, des militaires, des policiers. Il y a des nuits où j'ai 15 messages de menaces. Ça ne fait que me renforcer. Pensez-y, il y a le 9, madame, on a été au Mans, alerté. D'abord, nous avons envoyé des lettres à la mairie, envoyé des documents à la préfecture. Les renseignements généraux sont venus chez moi. Nous avons dénoncé un tortionnaire, chef de milice, véritable sanguinaire pillard des deniers publics. Nous nous sommes rendus au Mans, manifestés, alerter la population et les autorités. D'autres Guinéens vous diront l'impact que cela a suscité, non seulement ici, mais aussi en Guinée. Moi, je pense, c'est notre premier contact, je ne suis pas le seul. Réfléchissez si vous êtes dans cette situation. Empêchez ces tortionnaires de mettre leurs femmes et enfants à l'extérieur. Vous verrez ce que ça peut changer chez nous. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour une éventuelle échange, d'informations ou de stratégies. Vous pouvez compter sur moi à chaque fois qu'il y aura quelque chose concernant votre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ici pour deux initiatives. La première, c'est d'essayer de montrer l'unité autour d'une plateforme africaine de lutte contre la dictature et pour le bien-être des citoyens, pour la démocratie et pour l'état du droit. Nous sommes ici également pour espérer, comme ça a été dit ici, de mutualiser nos moyens afin de promouvoir une idée et des actions pérennes de liberté au niveau de l'Afrique, en commençant par les Comores et la Guinée. Nous avons pu contacter pas mal d'autorités qui sont comme nous, exilés à l'extérieur, qui sont prêts à nous rejoindre afin de lutter ensemble pour la démocratie et les libertés fondamentales, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de vous parler plus ou moins de la conférence
des partenaires qui devaient se réaliser ici à Paris la semaine prochaine, pour avertir la population tout entière que dans un pays où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la transparence, et il n'y a pas aussi le droit, aucun partenaire sérieux n'allait donner des moyens pour financer des projets, notamment des projets de longue période. Et que par conséquent, il ne suffit pas de réunir des gens pour demander est-ce qu'ils sont prêts à financer tel projet ou telle activité. La question se posera sur la capacité à mobiliser ce fonds et de pouvoir utiliser ces fonds dans des conditions pérennes et efficaces et efficientes. Et dans ce cadre-là, je pense que le partenaire qui allait donner de l'argent à un pays où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas aussi le droit, l'application du droit, ce n'est qu'un risque élevé que tout le monde allait pouvoir prendre. J'espère que, au niveau des Comoriens, nous allons être conscients que ce n'est pas la première conférence de bailleurs, des partenaires. Ce n'est ni la deuxième, ni la troisième. Je me rappelle, en 2006, nous avions organisé une conférence des bailleurs, même ici à Paris, avec le régime de Ahmed Abdallah Sambi, que Dieu l'aide, et que finalement nous n'avons qu'un seul objectif pour résoudre le problème du paiement de la dette extérieure. Nous avons pu réellement trouver la solution, notamment avec la Banque africaine, que je prends cette occasion pour les remercier et remercier tous les initiateurs de cette plateforme que nous voulons mettre en place et espérer qu'un jour, nous allons être unis tous au niveau d'une plateforme africaine et à être mondialisés dans l'intérêt de tout le monde. Assalamu alaikum. Juste, je vais ajouter quelques mots parce que mes amis, mes collègues ont déjà dit l'essentiel de ce qui se passe. Nous attendons une conférence dite de bailleurs de fonds demain ou après-demain ici à Paris. Le risque est très élevé parce que si on fait une telle conférence, on attend que la population ou les générations à venir vont devoir s'engager à rembourser cette dette. Et nous disons ici, haut et fort, que ça n'engage que les signataires de ces documents qui vont sortir. Ça ne peut pas engager notre population parce que l'actuel président, il n'a pas ni la légitimité d'engager notre pays, il n'a pas ni la légalité d'engager notre pays. Par conséquent, nous disons que nous attirons l'attention aux bailleurs de fonds ou aux partenaires ou aux pays amis que ce monsieur n'engage pas le pays parce qu'il n'est pas le président de tous les Comoriens. Je vous remercie. Il y a un autre soir qui souhaite intervenir pour ajouter. Je voudrais juste ajouter certaines choses au sujet de la lutte que nous menons au sein du FNDC, des forces vives FNDC France. En fait, notre lutte, ce n'est pas simplement pour la défense de la Constitution. Notre lutte aussi, c'est pour parler aussi de l'instabilité récurrente que notre pays traverse depuis 9 ans maintenant, que le président Alpha Condé a été élu. Et je rebondis sur les propos du gouverneur en disant qu'un pays ne peut pas se développer tant que l'instabilité chronique est installée. Pourquoi ? Aucun bailleur de fonds ne viendra financer des infrastructures. Nous sommes un pays où nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas l'accès à l'eau. Toutes ces infrastructures ont un coût donc qui devra être remboursé sur 30 ans, sur 50 ans. Donc tant que dans un pays, on a une instabilité chronique, où les gens sortent tout le temps, où les gens se battent, où il y a des tensions ethniques, aucun investisseur ne viendra mettre son argent dans un pays comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons demandé, en plus de cela, nous avons un pays qui est pillé. Je tiens à signaler que notre pays est un pays principalement minier. C'était aussi un pays agricole, mais malheureusement, ceux qui dirigent aujourd'hui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas pensé à développer l'agriculture, mais ils se sont focalisés sur les mines. Et aujourd'hui, 90% du territoire guinéen est couvert par les mines. Ça ne veut pas dire qu'on a donné des permis d'exploitation,
mais ça veut dire qu'on a donné des permis de recherche, des permis de reconnaissance à des sociétés qui sont en train de regarder ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est un danger même pour la souveraineté de notre pays. Et donc c'est une des raisons, ça, plus la corruption, plus la pauvreté grandissante, plus l'insécurité, plus l'analphabétisme, puisque ce sont des États qui ne travaillent pas et qui laissent leur population volontairement dans l'obscurité, que ces populations-là ne soient pas instruites pour mieux les manipuler. Donc tout ça est fait aujourd'hui pour pouvoir avoir le contrôle des richesses de nos pays. Et donc nous avons demandé aujourd'hui, nous avons écrit officiellement pour demander la démission du président Alpha Condé et de son gouvernement. Et quand on fait ça, certains vont crier au loup en disant que nous sommes des inconscients, nous voulons faire des révoltes. Absolument pas. Nous sommes très conscients des enjeux et c'est pour ça que nous voulons que la solution soit africaine cette fois-ci. On veut que ce soit les Guinéens et les Africains, donc vous aussi, les Comoriens, vous serez invités pour pouvoir plancher en fait sur des solutions de sortie de crise, parce qu'il va y avoir une crise quand la population va sortir pour demander le départ du président. Et ça se fera. On va demander le départ du président. Et quand on demandera le départ du président, on demandera à ce moment-là une transition inclusive qui sera sous l'égide de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est ce que nous voulons aujourd'hui parce que nous pensons qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus aller vers des élections apaisées. Nous sommes persuadés aujourd'hui que si demain on allait à des élections en 2020, le président qui serait élu ne pourrait pas vraiment diriger la Guinée parce que tout part aussi de nos fichiers, du manque de transparence, comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur. Donc tout ça, c'est important. Et il faut aujourd'hui que l'Afrique arrête avec ses démons et il faut que l'Afrique aille maintenant vers de vraies élections, des élections transparentes et qu'on ne nous mette pas des présidents en nous disant donc il faut accepter la démocratie apaisée. La preuve, il n'y a pas de démocratie apaisée puisque aujourd'hui toute l'Afrique est en train de brûler. On ne veut plus entendre cette phrase de démocratie apaisée. On veut maintenant que les personnes qui sont élues, que ce soit elles qui dirigent maintenant nos États, pour que, enfin, les pays africains puissent profiter de leurs richesses et que les gens puissent vivre dans la sérénité. Merci. J'interviens et puis après on vous laissera la possibilité de poser des questions. Pour dire que l'une des initiatives que nous entendons mettre en place, c'est, nous espérons, mobiliser les forces vives africaines qui sont en France. Et nous savons qu'en Afrique, au Sénégal, ce travail est déjà bien entamé. Ici en France, nous pensons pouvoir, d'ici fin décembre, organiser une grande marche des initiatives africaines contre la dictature, contre les dictatures et pour la démocratie. Bon, il y a une prise de conscience africaine. Il y a des moyens humains et matériels africains qui pourraient amener les Africains à assumer eux-mêmes leur destin. Nous ne voulons plus des solutions importées. Nous voulons des solutions africaines menées par les Africains pour l'Afrique. Je pense que ça fait déjà 60 ans. Nous avons suffisamment de moyens, la maturité, la matière grise pour trouver nous-mêmes une solution à nos problèmes. Donc des initiatives vont être prises très prochainement pour justement concrétiser cette plateforme africaine de lutte contre les dictatures et contre l'impunité. Et des initiatives communes seront lancées à l'endroit des organisations continentales. On parle de l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a la SADC et compagnie. Parce que je pense qu'il faut sensibiliser plus les organisations africaines avant de venir en Europe et puis ailleurs. Bon, donc voilà, donc c'est une initiative forte. C'est cette conférence de presse que nous tenons ici est un appel à nos frères, aux organisations africaines qui sont en Europe, en France. Et je sais qu'au Sénégal, le travail se fait déjà. Bon, donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et puis maintenant, je vous laisse le soin de poser des questions. Je m'adresse à Madame Dioubaté. Bonjour.
La première question, c'est vos collègues comoriens de l'opposition n'arrivent pas à obtenir l'autorisation de manifester aux Comores. Est-ce que c'est le cas de la Guinée? En tout cas, la Guinée, on voit des manifestations tous les jours. Est-ce que les manifestants obtiennent l'autorisation de manifester? Tout à fait. On obtient l'autorisation de manifester, même si ça a été difficile, mais on l'obtient. Et souvent, on a des problèmes, c'est sur... tout à fait, on obtient l'autorisation de manifester à Conakry. Il faut savoir que ça a été une lutte, pas sous le temps du président Alpha Condé, mais sous un autre président, sous le temps du général Conté, où il y a eu de très grandes manifestations, où la population s'est soulevée. Donc aujourd'hui, c'est acté en Guinée. En Guinée, on peut manifester, on doit demander l'autorisation. Dans certaines régions, on a des préfets qui peuvent refuser les manifestations, mais généralement on arrive toujours à nos fins et on arrive à manifester. Maintenant, là où on a des problèmes, c'est souvent sur le parcours, sur l'itinéraire, où on ne s'entend pas avec l'État. Voilà. Actuellement, il y a combien de morts? Aujourd'hui, on a à peu près, depuis que les manifestations ont commencé, on a à peu près 122, 123 morts. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a des manifestations, en général, ça se termine par des tirs à balles réelles. Oui, tout à fait. On tire à balles réelles sur les populations pour éviter qu'elles ressortent. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se passent. Disons que c'est beaucoup plus subtil la façon dont on veut empêcher les gens de manifester, puisque aujourd'hui, par exemple, à l'intérieur du pays, on va rafler des gens. Les gens sont kidnappés, ils sont envoyés dans des endroits, il y a certains qui sont torturés. Il y a d'autres qui sont mis en garde à vue et pendant la garde à vue, ils sont humiliés. Et donc après, on les relâche pour ceux qui ont de la chance. Et d'autres qui vont dans des camps, on ne sait pas après où ils sont. Actuellement, c'est ce qui se passe en Guinée. Merci. Deuxième question, si vous permettez. C'est Larry. Vous êtes contre l'organisation de la conférence 2 ou 3 à Paris. Comment feriez-vous pour boycotter cette conférence? Vous avez les moyens de boycotter cette conférence? Bon, écoutez, moi sur la conférence elle-même, je ne suis pas du tout opposé sur le principe de la conférence, mais je dis que les Comores aujourd'hui ont une priorité. C'est d'abord la stabilité, c'est d'abord la sérénité, et puis c'est d'abord un état de droit. C'est la priorité des Comores. Bon, donc moi, c'est une question de calendrier, au fait. Moi, je pense que le calendrier le plus urgent et qui est nécessaire pour les Comores, c'est d'abord la réconciliation. C'est d'abord ça, la réconciliation. Et puis après, on peut parler de la conférence des bailleurs, etc. D'ailleurs, le président, je ne parle pas de celui-là puisqu'il n'est pas président, il est putschiste. Le futur président des Comores, peu importe son parti politique et peu importe son île d'origine, s'il est élu démocratiquement, il aura le soutien de toutes les bonnes volontés pour appuyer une vraie conférence des bailleurs pour les Comores. Mais celui-là, il se sert de soi-disant conférence pour justement crédibiliser les crimes qui sont commis aux Comores. Et c'est pour cette raison que moi je l'ai dit clairement qu'il s'agit des mensonges. Je suis même tenté de dire qu'il s'agit des manœuvres malhonnêtes. Et tout, puisque ce n'est pas la première fois, au fait, qu'il se sert des gens. Hier, il y a un Comorien qui a fait une interview d'une pertinence exceptionnelle, lorsqu'il a dit que le président Azali, il a trompé tout le monde. Tout le monde, il a trompé tout le monde. Bon, il y a encore des naïfs. Bon, ils ne sont pas naïfs, je le comprends. Puisque si tu ne suis pas le mouvement d'Azali, tu crèveras de faim. Donc il y a des gens qui ont des positions de survie. Et des positionnements alimentaires. Bon, soit tu me suis ou bien tu crèves. Donc ça, je peux le comprendre. Mais il y a un moment où le peuple, et c'est le cas actuellement, puisque ce qui se passe est quand même exceptionnel. Bon voilà. Vous me posez la question pour savoir comment on va boycotter. Mais écoutez, le boycott, c'est ça. Et le boycott, c'est ça. Le fait qu'on ait des frères et sœurs, d'Afrique particulièrement, qui viennent nous apporter leur soutien, mais ça ne va pas s'arrêter là. Mais c'est quand même des forces vives du premier pays africain qui a obtenu son indépendance. Il ne faut pas sous-estimer. Mais leur présence ici est d'une portée exceptionnelle. Mais c'est déjà une forme de boycott. On ne va pas prendre un fusil, et puis aller à l'aéroport, puis fusiller l'avion qui va conduire Azali en France. Mais bon, nous, on peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est ça. C'est le fait de dire aux partenaires, c'est ce qu'on a fait. On a écrit à tous les partenaires des Comores pour dire, bah, écoutez, n'oubliez pas que Azali il fait l'objet des poursuites. Il y a des plaintes contre Azali pour torture.
Ça prendra le temps que ça prendra pour être instruit, mais c'est officiel. Bientôt, on va être auditionnés. Ceux qui ont déposé plainte sont là. Il y a Tosha, le député, il a déposé plainte pour torture. Pour torture. Moi, j'ai déposé plainte pour torture. Et puis, il y en a d'autres aussi. Il y a SOS Démocratie qui a déposé. Moi, j'ai déjà reçu ma convocation. Mais il a choisi le pays où il est poursuivi pour tenir sa conférence. Non, mais écoutez, non, je veux dire que bon, on n'a pas l'agenda l'agenda judiciaire. Et que le procureur qui a son agenda, nous, on a déjà commencé à recevoir des convocations pour être entendus, les victimes. Bon, donc, il y a quand même un pas qui est franchi. Ça, personne n'y pensait au Comores. Que les gens pouvaient, mon frère vient de le dire, que ils ont, les personnes, même s'il s'agit des étrangers qui sont victimes de tortures chez eux, commis par les étrangers, peuvent être poursuivis partout, dans tous les pays signataires. Ça, ce n'est pas d'invention de l'opposition comorienne, c'est dans les textes signés par tous les pays membres de l'Union des Nations Unies. Vous voyez, et les Comores en font partie. Bon, demain, si nous avons l'occasion d'aller, par exemple, au Bénin, puisqu'il est là-bas, il est au Niger, si on avait le moyen, on aurait déposé plainte aussi au Niger contre lui. Et puis les autorités de Niger, ils sont libres de définir un calendrier. Mais je veux dire que c'est une possibilité. Maintenant, les Africains, nous n'attendons pas des juristes venant de je ne sais pas où pour venir nous dire ce qu'il faudrait faire pour notre continent. S'ils viennent, ils viendront nous soutenir, mais l'initiative viendrait de nous. Bon, voilà, je pense que c'est quand même très très important. Le fait pour les partenaires qui vont assister à la conférence d'Azali, de recevoir un courrier, voir comme quoi ils peuvent être aussi inquiétés pour complicité. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Il y a des grands groupes qui font objet actuellement des plaintes aussi pour complicité de crimes contre l'humanité. Et puis, complicité aussi de torture. Et tout, ils ne peuvent pas s'abriter sur ce principe de coopération pour dire que nous, on n'est pas impliqués dans tout ce qui se passe dans le pays, mais nous, on est là pour la coopération. Non. Vous soutenez un putschiste, vous soutenez un tortionnaire, vous soutenez quelqu'un qui est poursuivi pour crime, pour torture. Ben, il est tout à fait normal que votre image, surtout les grands groupes, que votre image soit entachée. Nous avons vu des multinationaux, hein, des sociétés multinationales et puis des groupes multinationaux qui actuellement font l'objet des poursuites. Bon, donc je pense que nous, en Afrique, on dispose d'arsenal énorme, mais on ne s'en sert pas. Bon, demain, nous pourrons écouter, ce serait une initiative africaine de demander à ce que les groupes qui sont connus, qui offrent des services en Afrique, soient boycottés, parce que nous estimons qu'ils soutiennent des régimes qui sont des régimes dirigés par des dictateurs. Bon, voilà. Donc je pense que déjà, le fait que les Comoriens, vous avez vu, certains sont allés au Parlement européen hier, d'autres vont à Bruxelles aujourd'hui. Ils ne vont pas pour se promener, ils vont là-bas pour sensibiliser les Européens, pour dire, écoutez, vous recevez en Europe quelqu'un qui est quand même impliqué dans des crimes commis dans son pays. C'est quand même une initiative forte. Et puis, lundi prochain, mardi, les Comoriens qui viennent d'un peu partout en France, il y a ceux qui vont venir de Nice, ceux qui vont venir de Marseille et de je ne sais pas où, qui vont tous manifester lundi et mardi à Paris. C'est une forme de résistance. Et personne, et ça c'est exceptionnel, ça fait 8 mois que les Comoriens de France, tous les dimanches, ont rendez-vous avec l'histoire. Donc, c'est très important. Concernant votre conférence de presse commune, vous avez parlé, Monsieur le Président, contre l'impunité en Guinée, et aussi Monsieur l'ancien gouverneur. Le gouverneur. Oui, le gouverneur actuel. Et pour moi, selon les textes actuels, oui, en exil, gouverneur en exil. Donc vous avez quand même parlé de rechercher d'autres partenaires. Est-ce que vous vous dirigez vers un syndicat de résistance de l'extérieur? Et ça sera quoi les objectifs de ce syndicat, réellement? Alors, j'ai utilisé ce mot pour parler de la solidarité des dictateurs qui doit donner naissance à la solidarité des résistants. Et des peuples, donc je veux dire des résistants, oui, et des peuples, parce que ce sont les peuples qui résistent. Et là, d'abord, je voulais juste répondre, comment dirais-je, à la question, un peu compléter la réponse de M. Larifou. Vous savez, le président de la République a commis des crimes, mais aujourd'hui, à part les crimes internationaux, comme crimes contre l'humanité et génocide, il bénéficie de l'immunité. C'est juste ces crimes internationaux qui ne résistent pas à l'immunité. Azali, aujourd'hui, peut ne pas être
arrêté ici, mais les faits restent. Le jour où il ne sera pas président, il peut rendre compte de tous ces faits. C'est que, La CPI? non, ce n'est pas la CPI, parce que sauf si c'était qualifié de crime contre l'humanité ou crime de génocide. Bon, je n'ai pas, selon les informations que j'ai, je ne crois pas que c'est cette incrimination qui a été retenue. Mais les crimes commis aux Comores, ce que nous avons vu à la télé, ce que nous entendons venant de nos amis, entrent quand même dans le champ de la compétence, de champ de l'incrimination, de torture et autres, de torture et traitements inhumains et dégradants, comment dirais-je, résultat de la Convention de New York de 1984, 10 décembre 1984, qui a fait ses preuves ici. Le capitaine mauritanien, M. Eli Oulda, avait été coincé en France ici pour des tortures infligées, comment dirais-je, aux Mauritaniens. Donc nous avons pas mal d'instruments. Maître est mieux placé pour moi pour le dire. La seule chose que je demande, c'est qu'il faut que l'Africain s'éloigne de l'impossible. Il ne faut pas, il faut se débarrasser de ça. Parce que très souvent, on pense que si les Européens ne sont pas derrière, donc ce n'est pas possible. Évidemment, nous ne pouvons compter sur personne d'autre. Pour vous, il faudra des juges africains pour juger les Africains? Non, pas les juges africains. Moi, honnêtement, je suis différent des autres Africains sur ce point. Pas de CPI? Non, moi, je ne suis pas contre le CPI, la CPI. Absolument pas. Écoutez, je pense que si on me dit de choisir entre l'impunité totale et la justice importée, je préfère la justice importée pourvu qu'il y ait justice. C'est faute de mieux. À l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Faute de mieux, on se contente de ce qui est possible. Comme nos juridictions ne sont là que pour servir le pouvoir, mais on ne va pas dire aux victimes d'attendre la justice de Dieu si on peut en rendre ici. Mon souhait aurait été que les Africains soient jugés en Afrique. Mais, comme nous n'avons pas cette possibilité... Le massacre du 28 septembre... Voilà, il y a déjà le crime contre l'humanité. Ça, les incriminations étaient claires. Alpha Condé étant, selon beaucoup de personnes, impliqué. Non, il est impliqué. Ce que les gens disent et les faits nous amènent à y croire. La période d'observation de la CPI pour voir la bonne ou mauvaise volonté d'un État est de 3 ans. Chez nous, ça fait bientôt 10 ans. Rien ne se passe. Ça fait 10 ans. Hein? Et pire encore, nous avons des informations. D'ailleurs, le collectif contre l'impunité a fait un communiqué et un appel sur ce point. Le mari de Madame Bensouda, la procureure de la CPI, serait en relation d'affaires avec M. Alpha Condé. Nous avons des informations sur sa réception par Alpha Condé à Conakry. C'est pourquoi il faut qu'on se lève, ne pas attendre d'aller bousculer ces institutions pour nous faire entendre. J'aurais une autre question, mais je pense que ça va concerner M. le gouverneur. Souvent dans les réseaux sociaux, on parle d'une fuite. Ils disent que vous n'êtes pas recherché et pourquoi vous avez pris la fuite au lieu de rester avec l'ancien gouverneur et les autres. Quel ancien gouverneur? Non, Salamé. Ah oui. je parle de l'ancien gouverneur Mouni Baraka, président de d'accord. SANT. Ah oui. Pourquoi est-ce que vous êtes recherché ou comment? Parce Oui, qu'il n'y a aucune information judiciaire qui est ouverte contre vous. Essayons d'être clairs. Je vis venir une déstabilisation de nos institutions et un accaparement des 3 pouvoirs au sein d'une seule personne. C'est le signal intellectuel devant nous amener à réfléchir que nous allons vers un mur. Donc qu'on est sur un mur dont nous sacrifions les générations d'aujourd'hui et de demain. Et là, je ne peux pas, en tant qu'enseignant et candidat de la jeunesse, accepter à ce que cette initiative s'installe comment et ailleurs. Alors, lorsque je vis disparaître la Cour constitutionnelle, je vis réellement voir que le pouvoir judiciaire est dans les mains d'une seule personne, voir que les parlementaires ne peuvent pas décider et que par la suite ils allaient donner la capacité à une seule personne de décider pour tous, je me suis dit, les Comores s'orientent vers une situation catastrophique. C'est là où je me suis dit, je devais y trop. Pas du tout. Dans ce lieu. Ni dans cet espace,
Ni dans cette raison. Physiquement. Physiquement, oui, puisqu'on m'a averti que si tu refuses de faire la passation entre le gouverneur qui est élu pour une durée de 5 ans, qui est moi, et un gouverneur qui vient juste d'être nommé, alors vous serez arrêté et vous serez emprisonné, même être tué. Et j'ai appelé les partenaires et les amis. 3 heures après, et on m'a dit, attendez, vous ne bougez pas, on viendra vous prendre. Je suis là et j'espère que les choses vont changer. Vous avez reçu des convocations Quand vous voyez l'armée venir dans mes bureaux, quand vous voyez tout le temps une pression politique et sociale qui m'accable, moi en tant qu'hiver, puisque j'ai dit non, alors vous supposez qu'il y a autre chose qui vient derrière. Donc finalement, je me suis dit, je me battrai. Je me battrai. Je me battrai bien que mal. Je me battrai haut et fort jusqu'à ce que ce qui est venu au Comores ne soit pas encore arrivé en Afrique et dans le monde. Je me battrai pour la jeunesse, je me battrai pour la liberté, je me battrai pour la démocratie et j'espère qu'un jour on convaincra les générations à venir qu'il faut réellement se préparer à prendre la stabilité comme une action commune devant assurer donc la transparence de la gestion des affaires de l'État et que par la suite la démocratie décidera qui sera au pouvoir. La CNT, par en fait de la CNT depuis le 24 mars, irrégularité, Azali n'est pas président. Azali continue son chemin. Les Comoriens se posent des questions. Qu'est-ce que vous faites depuis? Quelles sont les réelles avancées de la CNT? Qu'est-ce qu'elle apporte au débat politique? Et des choses réelles, parce qu'ils se disent depuis le 24 mars, vous contestez. Azali lui-même a dit que c'est une opposition des sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que vous apportez objectivement à la population? Dire, nous on conteste, mais... Il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Il y a ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a réellement ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, puisqu'il faut l'efficacité, il ne faut pas le bruit, tout simplement. La première chose que nous avons pu mettre en place, dès le moment où on a vu voir truquer les élections, on se dit, écoutez, on avait l'idée d'envoyer un seul candidat de l'opposition ou 2 candidats de l'opposition. On avait vu venir la tricherie, le hold-up électoral. On s'est rendu compte qu'une seule personne, une fois allée au pouvoir, sera facile de le despoter le pouvoir et de pouvoir l'amener à dire vous serez en prison, le menacer, ou vous vous taisez, je suis élu, vous n'êtes pas élu. On a décidé ce jour-là qu'il faut être tous unis et solidaires pour dire non au hold-up électoral. Donc nous avons mis en place une structure devant faire face à la situation actuelle en espérant que les générations futures vont comprendre que l'unité fait la force. Et lorsqu'il fait la force, il vaincra tôt ou tard. Donc deuxièmement, de ce que nous avons fait, nous lorsqu'on se dit nous devons se battre, il y a 2 manières de se battre. Il y a le combat intérieur et il y a le combat de l'extérieur. Nous avons eu la chance à ce que les compatriotes qui sont à l'extérieur se battent. On se dit, c'est une action commune qu'il faut mener ensemble et que finalement les situations actuelles qui se posent au niveau national d'empêchement de manifester, d'interdiction de parler lorsqu'on ne parle pas pour dire oui, alors on se dit, si on est à l'extérieur, on doit se battre. On se bat à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a des partenaires qui nous écoutent, qui nous attendent et que nous forgeons ensemble. Voilà la preuve. Lorsque nous arrivons à imaginer une plateforme ensemble pour le bien-être des Africains, là, ça veut dire que c'est pour non seulement les Africains, mais pour les enfants du monde entier, pour la démocratie, la liberté et l'état de droit. Donc il y a d'autres actions que nous ne permettons pas de le dire aujourd'hui, on le dira une autre fois. Merci. En tout cas, les faits sont têtus parce que vous voyez là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes au siège du bureau du CNT à Paris. Donc nous sommes à côté du Champs-Élysées. Ça n'a pas été hier, c'est parmi les pas que nous avions parcourus. Donc aujourd'hui, nous avons un siège qui est en France, qui est à Paris. Le gouvernement français comme étant un conseil national Non, on n'a pas dit que nous sommes reconnus par le gouvernement. gouvernement. Comment vous n'êtes pas reconnu? Azali ne vous reconnaît pas.
Donc, Est-ce que réellement ils entendent jamais les ce opposants. oui, Hein. mais Pas les vous opposants. avez- Non, on ne demande pas à être reconnu Et on par reconnaît jamais les Azali. opposants. ici, Non, mais il y a une ici, chose vous avez un qui... siège. Oui, non, Est-ce que mon vous êtes frère. reconnu par les autorités françaises? Non, mais écoutez, nous, ce qui nous importe, notre présence ici est une forme d'organisation. On s'organise, puisque Azali, il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Azali a passé 10 ans, pas dans l'opposition, en marge, mais il s'est préparé 10 ans pour revenir au pouvoir et puis installer une dictature. C'est quelqu'un de très intelligent. Il mène ce qu'il fait avec minutieux, avec intelligence et calcul. Bon, nous voulons son départ parce qu'il n'est pas notre président. Il a pris le pays en otage. Nous nous organisons aussi pour le faire partir. Comment? Ben, écoutez, ça se voit. Nous nous organisons. Avant, nous n'avons pas de siège. Maintenant, on a des sièges. Bientôt, on va évoluer. On a des partenaires. On a des frères africains qui comprennent notre cause et qui nous soutiennent. Et puis, bon, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais ce que nous savons, c'est que le pouvoir d'Azali est très affaibli. C'est une question de temps. Vous voyez? Nous n'allons pas, parce que nous avons la presse en face de nous, étaler nos stratégies. Puisque lui, on subit sa stratégie, mais il ne le dit jamais à l'avance. Nous aussi, il va subir nos stratégies. Il va le subir au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il parte, et bientôt on échappe encore. Nous croyons à ce que nous faisons. Lui, il croit pouvoir maintenir la dictature. Il n'a pas compris que le temps a changé. L'Afrique de 1960 n'est plus l'Afrique de 2020. Vous voyez, puisque là, on est en 2020. Il n'a pas compris que ce n'est plus le même pays, ce n'est plus le même continent. Il pense pouvoir continuer à barbouzer, à maintenir le système qui a amené l'Afrique au stade où il en est actuellement. Ce n'est plus le temps. Vous voyez, on a changé d'époque et la stratégie a changé. On n'a pas besoin d'être reconnu par qui que ce soit. On a besoin que le peuple africain reconnaisse notre combat et puis adhère aussi à ce que nous faisons. C'est ce qui nous importe le plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité et l'histoire le jugera. L'histoire immédiate le jugera. Monsieur le gouverneur, Excusez-moi, votre mot en disant que les gens ne sont, l'opposition n'est que sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un mot du président. Oui, Le président. mais le président, pourquoi il a la même mise sur la télévision nationale et sur les radios du Congo? Mais le problème, l'opposition, c'est dans les réseaux sociaux. Elle peut s'exprimer. Trump qui est aux États-Unis, là où il y a les plus grandes chaînes de télévision, a fait sa campagne et gagné dans les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin de télévision. C'est-à-dire ce que l'opposition fait pour les Comoriens, c'est qu'aujourd'hui, avec les téléphones, avant, il fallait partir chercher l'information. Aujourd'hui, l'information vient te trouver dans ton téléphone. Les Comoriens qui ne savaient pas, il y a de cela quelque temps, qui n'avaient de référence que la télévision sous la domination du tyran, aujourd'hui ont d'autres points de vue. C'est ce qui va soulever la résistance à l'oppression qui est un droit naturel, découvert et non inventé par les juristes. C'est ce qu'on nous disait ici. Madame Dioubate le sait, le général Sekouba Konaté, qui avait assuré la transition, il a dit en France, à ma connaissance, à 5 reprises, c'est vous les Guinéens de France qui ont détruit notre pouvoir. C'est vous, il l'a dit à plusieurs reprises, je fais partie des personnes obligées, c'est nous, j'avais organisé une manifestation, nous les avons encerclés. À un moment donné, les dirigeants guinéens, quand ils venaient ici, même l'ambassadrice n'était pas informée, de peur qu'on aille les encercler et manifester devant eux. Monsieur Azali, celui qui se dit président, s'il dit que vous n'êtes que sur les réseaux sociaux, c'est là où réside sa peur. N'abandonnez jamais les réseaux sociaux. Pour finir, ici, en général, à ma connaissance, ça fait très longtemps que je milite, le gouvernement français ne reconnaît pas les partis politiques ou les mouvements. Si vous êtes associé, ils vous reconnaissent. Ils connaissent notre existence, ils traitent avec nous, mais pour l'instant, il n'y a pas de statut particulier pour nous. Mais peu importe, du moment qu'ils nous écoutent, du moment que nous travaillons, je pense largement suffisant. Et s'il faut attendre que nos dictateurs nous reconnaissent, je pense que 10 siècles ne suffiront pas. Je sais qu'on est avec eux. Bon, Si on est reconnu pour par les terminer, il y a dictateurs, notre c'est qu'on est avec frère eux. qui est le secrétaire Du général FND, Force Vive, le FND, Force et Vive, administratif. qui est ici en France, qui vient d'arriver. Voilà. Et concernant la conférence des bailleurs,
bailleurs. Est-ce que vous comptez manifester le 2 et le 3 devant le... Oui, bien sûr. Ben, nous manifestons déjà le 2, le 3 et puis les jours suivants. Ici, le même jour qu'aux Comores, et à Madagascar, et à Dakar, partout. Donc je pense que là, sauf s'il est... Bon, je pense il méprise tout le monde. Pour vous, ce lever de fonds crié par le président Azali n'est pas bon pour les Comores ou c'est Non. parce que... Non, je pense qu'il faut être... Excusez-moi, je ne vous ai Oui. pas laissé terminer votre question. Oui, oui, je vous ai aussi coupé. Donc Non, allez-y. non, je voulais juste revenir sur la conférence des bailleurs, puisque monsieur le gouverneur avait un peu parlé de ça aussi, qu'il n'y avait pas d'objectif. Donc on a vu aujourd'hui dans une conférence de presse aussi qu'il n'y a pas réellement d'objectif. Est-ce que pour vous, ce lever de fonds n'est pas nécessaire aux Comores? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, laisser ce lever de fonds, qui celui-là peut-être a développé les Comores, et puis contester Azali après? Puisque ce sont des investisseurs. Je vais vous dire une chose. Dans un premier temps, à supposer que demain on arrive à avoir un président élu, une stabilité politique. Le peu que nous disposons au pays pourrait déjà permettre aux Comores de franchir un premier pas. D'abord, nous n'avons plus besoin de dépenser près d'1 milliard de francs comoriens venir à Paris pour demander des partenaires. En plus, les intervenants, la plupart, je pense que 90% des intervenants prévus sont tous établis aux Comores. Pour vous, c'est un gaspillage? Non, c'est un gaspillage. Puisque Elamine Seuf aujourd'hui a dit que c'est pas les Comores qui financent entièrement cette conférence. Ah ben écoutez, ils disent que... S'ils avaient 1 milliard, ils auraient fait des projets aux Comores. Ben voilà, c'est ce que je leur dis, que déjà le 1 milliard de francs comoriens qui vont être dépensés pourraient servir à acheter un scanner pour l'hôpital. Donc le ministre des Affaires étrangères, Elamine Seuf, Il est plus crédible, ce il est ministre. en train de mentir sur Oui, le oui, il est financement. plus crédible comme Azali. Il a dit beaucoup de choses et puis le contraire. Que ce ministre, il était... Les Comoriens croyaient en lui. Et puis il a fait vraiment des gymnastiques intellectuelles incroyables. Donc le 1 milliard aurait servi à acheter un scanner pour l'hôpital. Et puis les oxygènes aussi pour l'hôpital, à payer les enseignants, à payer le fonctionnaire. Et ce n'est pas le cas. Et puis comment un pays peut s'insulter lui-même, puisque c'est une insulte. Azali est le chef d'État au monde qui a le plus gros salaire. Qui a le plus gros salaire. Je vais les chiffres. 90 000 euros. D'accord. Il a 2 pensions. Il a 2 pensions. Première pension en tant qu'ancien chef d'État Azali 1. Et puis la pension aussi de retraite comme ancien chef d'état-major. Et puis il a 35 000 euros de salaire mensuel. Et puis il a aussi les caisses noires. Aussi 80 000 euros par trimestre. Et puis il a le culot de venir ici en France demander des partenaires pour financer le développement des Comores. Si les Comores ont les moyens de payer son salaire. Et puis j'ai oublié, 3 000 euros de per diem par jour pour lui. Et 1 500 euros de per diem par jour pour sa femme. Donc il ne faut quand même pas insulter. Macron, il n'a même pas ça. Vous voyez. Et Trump non plus, il n'a pas ça. Donc il faut... Non, mais là, si... Vous voyez. D'insulter l'Afrique, de le C'est une continent insulte, africain. vous voyez. Et ceux qui vont venir là, ils vont venir, puisque bon, il faut rendre la politesse. Donc Et au regard de ces sommes que vous avez indiquées là, c'est le plus grand président qui pille... C'est le seul président qui est en train de piller les Comores. Au regard de toutes ces sommes, puisque il n'y a pas eu un président qui a accumulé autant d'argent. C'est l'indécence, vous voyez. C'est l'indécence, et puis aussi c'est le mépris, c'est une insulte. J'irai très loin. Je dirais même qu'il n'aime pas les Comoriens. Il n'aime pas les Comoriens. Il les méprise, vous voyez. Bon, donc à partir de là, on peut avoir le sentiment et tout le respect dû à un chef d'État, mais à partir de là, tout ce que les Comoriens disent sur lui, bon, malheureusement, c'est justifié par rapport à ce forme de mépris. Lui, il dit, Ouais. il met Les dictateurs, vous voyez, c'est toujours comme ça les dictateurs. Donnez-les des bonbons pour les faire taire. Les enfants sont en train de pleurer, il faut leur donner des bonbons pour les faire taire. Vous voyez, ce qui fait la dignité d'un peuple, ce n'est pas des routes. Pour vous, juste pour revenir sur l'information de Abdallah Agua et Mohamed Chami sur l'exploration du pétrole.
Est-ce que pour vous, Azali est en train de cacher la vérité aux Comoriens, en train de Non, cette de histoire bâtir une fortune cette histoire de pétrole apparaît puisqu'il parle de la conférence. Vous voyez? Donc c'est une forme de message c'est une forme de, pour tromper la population. c'est une forme de manipulation. Ben, écoutez, faites parler le pétrole et puis comme ça on va m'oublier. Ben non, le pétrole ça appartient aux Comores. Bon, voilà. On va malheureusement pas, on a 5 minutes. Une question, Donc, s'il vous va- plaît. En tant que responsable de la CNT, je voulais savoir si demain le régime d'Azali est sorti, est-ce que vous avez préparé un plan Marshall pour une solution pour les Comores? Bah, écoutez, je pense qu'il faut chaque chose à son temps. Et la priorité aujourd'hui, c'est son départ. Elle est acquise, cette priorité. Tout le monde, même les enfants de 5 ans, ne prient que pour son départ. Et puis après, nous, les Comoriens, sont par nature sages. Ils trouveront le moyen. Et celui qui saura conduire les Comores pour une transition qui sera maîtrisée et qui répondra aux besoins immédiats. Et puis, Inch'Allah, on verra quel est le plan Marshall, puisqu'effectivement, il a tout détruit culturellement. Tout le socle qui tenait la nation comorienne à Azali les a complètement détruits. Les coutumes, le social, la culture, le bien-être, l'amour, la religion, il a tout détruit. Donc il faut effectivement un plan Marshall, pas seulement au niveau économique, mais culturel aussi. Il faut arriver à mettre en place un socle des valeurs. Il les a tous détruits. Au comment ils avaient le mode de fonctionnement, le respect. Mais il a tout détruit. Il faut quelquefois détruire, mais construire, reconstruire. Et lui, il n'a pas la capacité de reconstruire, puisque pour reconstruire, il faut une légitimité politique. Il n'a pas la légitimité politique pour construire. Il sera l'objet de contestation tous les jours, il ne sera jamais serein. Vous avez vu comment il est? Est-ce qu'il est heureux lui-même? En le voyant, est-ce qu'on voit quelqu'un qui est heureux? Si le président n'est pas heureux, je ne vois pas pourquoi la population... Comment? Dans des soirées, dans des bah oui, mais bon, bon, ça, bon, je ne vais pas faire des commentaires, puisque, bon, voilà. Une question. Tout le, vous voyez, il veut faire le Obama, comment rien. Hein, parce qu'Obama, il danse, mais bon, et Obama, il donne de l'espérance. Il a donné de l'espérance aux Américains. Au monde entier, il a donné de l'espérance. Bon, mais Azali, non. Il y a des morales qui... Les gens plongent dans le désespoir. Donc il faut savoir à un moment disparaître sur les écrans. Il fera bien d'être discret et puis partir, s'il a encore un minimum de dignité, et partir dans la dignité. Ce serait un bon service qu'il rendrait aux Comores. Bon voilà, on a tout dit. Nous vous remercions de votre présence. Question au gouverneur, s'il vous plaît. Gouverneur, vous êtes accusé d'avoir engagé... On n'est pas là pour ça. Oui. Le temps est passé. Non, non, excusez-moi, Ouais. 12, parce que vous parlez de gaspillage de l'argent public. Est-ce que c'est vrai, vous avez 25 chauffeurs pour, au gouvernorat de Ngazidja? Et il y a deux choses à savoir. Quand on dit le gouvernorat et le gouverneur, ce n'est pas la même chose. Est-ce que l'idée pas d'avoir 12 chauffeurs? Le gouvernorat elle-même? C'est-à-dire les institutions. Mais par contre, le gouverneur, Avec... il avait 3 chauffeurs D'accord. et puis des gardes-corps que l'État avait donnés. Et en principe, les services de l'État qui réellement étaient liés au gouvernorat, lorsqu'ils fonctionnaient, c'est parce qu'on les a donné les moyens pour fonctionner. Il y a d'autres qui empêchent le gouvernement de la Comore puisse se développer. Là, c'est autre chose. Il y aura un jour où on viendra le dire, ou on va le dire, puisque ça viendra. Donc, je ne sais pas si on a la possibilité de donner un Fatia. non, avant le Fatiha.